Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous ont rejoints ce matin et bonjour également à ceux qui nous réécouteront durant la semaine via notre chaîne YouTube. Eh bien, l'année commence, je dirais, un peu comme elle avait évolué en 2025 avec Donald Trump qui reste au centre de l'actualité et qui est le principal market mover des marchés. Évidemment, le week-end dernier, il y a 10 jours, il y avait eu les annonces de menaces de nouveaux droits de douane sur les pays européens en lien avec la volonté des États-Unis de reprendre de prendre le contrôle du Groenland. Pendant toute la semaine, à l'occasion du forum de Davos, il y a eu évidemment des discussions. Et puis, en milieu de semaine, on a eu droit à une volte-face de Donald Trump qui nous a habitués assez régulièrement à ce genre de retour en arrière. Et forcément, les marchés ont mieux terminé la semaine après ce recul sur les tarifs douaniers. En parallèle, on a eu quand même une actualité du côté des entreprises, hein, puisque on a eu des annonces qui ont justement aux États-Unis été plutôt en demi-teinte, en particulier pour Netflix et Intel. En Europe, on a eu plutôt une semaine également tendue du fait justement des annonces de tarifs douaniers. Il y avait encore peu de publications annuelles de ce côté de l'Atlantique. Ça va évidemment nettement s'accélérer cette semaine. Du côté des statistiques, côté inflation, l'indice sur PCE montre une stabilisation sur un an en novembre, mais elle reste encore au-dessus de la cible de la Fed qui se réunira cette semaine et qui, selon toute vraisemblance, enfin, en tout cas c'est le consensus, devrait maintenir ses taux, ce qui probablement ne fera pas plaisir au président américain qui évidemment espère changer au plus vite de président de la Banque centrale. Alors en Europe, finalement, les indices ont globalement reculé de l'ordre de 1%, un peu moins de 1% à la clôture vendredi, avec en revanche en France une sous-performance du côté du CAC 40. Un CAC 40 qui a finalement reculé de 1,4% la semaine passée, avec plus de 55% des valeurs en baisse. Euh, alors, au rayon des baisses, on a eu une forte baisse de plus de 10%, 10,5% pour Danone, qui a été affecté par un vaste rappel de lait infantile dans plusieurs pays et finalement même en France, puisque l'annonce a été faite en fin de semaine. Hormis cette baisse de Danone, on a eu des mouvements sectoriels qui ont, alors, dans un premier temps, sans grande surprise, touché le luxe, hein, qui a pâti des annonces, des menaces sur les droits de douane. À la fin de la semaine, on a Kering donc, qui est en repli de 4,8%, LVMH 2,9% et Hermès qui a reculé également de l'ordre de 2%. Le secteur aéronautique défense a cédé du terrain également. Dans le CAC 40, Airbus qui perd 4,9%, Safran qui recule également de 3,2%, et moins 2% pour Thales. On notera que dans le secteur, le groupe américain GE Aerospace a chuté de 7%. Malgré des résultats annuels qui étaient supérieurs aux attentes. Néanmoins, le titre ayant doublé en 2025, les attentes étaient très élevées et même si le groupe attend encore une croissance de 10 à 15% en 2026, la croissance sera moins forte qu'elle ne l'a été en 2025. Du côté des hausses, on notera quand même quelques valeurs qui ont progressé. ArcelorMittal continue son rallye impressionnant depuis le second semestre, et en particulier depuis octobre et les annonces de renforcement des quotas d'acier venus de Chine. Arcelor gagne encore 9,2%, ce qui amène sa performance à 17,6% depuis le début de l'année. Et tout au long de la semaine passée, on a eu des brokers, Jefferies, Barclays ou Citigroup, qui ont tour à tour relevé leur objectif de cours sur la valeur. Derrière, sur le podium des hausses, Michelin gagne 3,5%,
dans des annonces de données préliminaires d'avant publication annuelle. Là, le groupe a annoncé que son free cash flow 2025 serait supérieur aux attentes, ce qui a permis cette hausse de 3,5%. Et derrière, pour compléter le podium, Total Energy gagne 2,1% dans la lignée de l'évolution évidemment du prix du baril. Enfin, à noter la progression de BNP Paribas qui gagne 1,1%. Le groupe a fait état de sa volonté de réduire ses effectifs de manière assez drastique dans la gestion d'actifs. On parle de 1200 emplois en moins. C'est un mouvement global puisque Société Générale a également communiqué la semaine passée sur un plan de réduction d'effectifs. Voilà pour le CAC 40. Le Next 20, bien, une fois n'est pas coutume, a nettement surperformé la semaine passée, puisqu'il est en hausse de 0,5%, avec 55% de valeur en hausse. En hausse, on retrouve, et en tête du classement, on retrouve, là, comme d'habitude, Dassault Aviation, qui gagne encore 5,6%. Le titre est en hausse de 22,1% depuis le début de l'année. Derrière, on notera la bonne performance de Valeo, une bonne performance qu'on retrouve également dans l'ensemble des équipementiers automobiles, hein, puisqu'on verra dans le CAC 1060 que Forvia a également bien performé. Ça a été une semaine volatile, hein, pour les équipementiers automobiles, puisqu'ils ont dans un premier temps été fortement, été pénalisés par les menaces de droits de douane. Mais ensuite, notamment chez Valeo, il y a eu une annonce d'un contrat majeur avec un constructeur mondial haut de gamme qui a permis au titre de rebondir. Et de manière générale, les équipementiers se portent mieux depuis le S2 2025 avec des chiffres des productions qui sont finalement meilleures qu'attendues et qui leur permettent de bien tenir leurs résultats. Pour revenir à Dassault Aviation, et on l'évoquera un peu plus tard, mais la semaine a été globalement très bonne pour le secteur de la défense, avec vendredi l'annonce de la plus grosse IPO de l'histoire dans le secteur, avec le fabricant de véhicules blindés et de munitions CSG, un groupe tchèque qui s'est introduit sur Euronext à Amsterdam en levant 3,3 milliards d'euros. Était valorisé 25 milliards d'euros. Le titre a bondi de 30% le vendredi, le jour de l'IPO. Ce qui traduit clairement une très forte appétence des investisseurs pour ce secteur de la défense. Du côté des baisses, on notera le repli de 3,9% de score qui ferme la marche à la suite d'une dégradation de Goldman Sachs qui est passé à neutre sur la valeur. Le MID 60, lui, est parfaitement stable sur la semaine. Donc il a finalement résisté à l'actualité géopolitique assez folle de la semaine. On a néanmoins quand même 57% des valeurs qui sont en baisse. Et parmi les baisses, on a une chute spectaculaire du côté d'Ubisoft qui cède 41%. Avec la descente aux enfers se poursuit pour Ubisoft. Cette fois-ci, le groupe a émis un nouveau profit warning, évoquant une perte de 1 milliard en EBIT non IFRS en 2025-2026. Le titre est désormais en baisse de 95% sur 5 ans. Heureusement que le groupe a réussi à lever de l'argent auprès de Tencent en créant une nouvelle structure, mais les perspectives sont évidemment très sombres pour les actionnaires minoritaires d'Ubisoft. Hormis Ubisoft, on a noté un repli également pour Verallia, alors qu'il a été moins fort finalement en fin de séance vendredi, mais clairement Verallia est pénalisé par les publications dans le secteur des vins et spiritueux qui sont guère rassurantes. Non, pardon, je me suis trompé. Oui, pardon. Il y a bien une baisse de 6,5% voilà, pour Verallia. Et on a eu en revanche quelques prises de bénéfices sur Exosense qui, dans le secteur de la défense, se replie de 6%. Du côté des hausses, quelques progressions quand même assez significatives.
Apivax prenant 4,3%, la contribution est toujours quand même assez importante. Mais hormis cette biotech, on a Eramet qui continue lui aussi son rallye depuis le début de l'année, puisque Eramet gagne encore 7,6%. On est à plus 51% year to date. C'est évidemment alors toujours l'évolution des matières premières ainsi que l'actualité M&A dans le secteur minier qui tire la performance des ramettes. Derrière, De Richebourg, toujours dans cette thématique, gagne 6,4%. Euh, euh, Perspective favorable à court et moyen terme pour l'acier en Europe, remontée des prix des matières premières, dont le cuivre. Sur De Richebourg, on avait publié un feedback début décembre à l'issue des résultats annuels et on avait noté que le momentum était très favorable. Ça se vérifie pour De Richebourg qui est en hausse de 15,8% depuis le début de l'année. Derrière Valourec, ça juge également 5,3%, plus 14,6% depuis le début de l'année. On a un groupe qui, sans avoir une très forte croissance de la top line, est dans un mouvement de baisse des coûts qui devrait permettre au groupe de rebondir au niveau de ses résultats et compte tenu de multiples très abordables. On a un retour en grâce pour Valourec. Enfin, dernière valeur en hausse que je voulais évoquer ce matin, c'est Ipsos. Ipsos qui gagne 5,2%. Alors, l'actualité a été double pour Ipsos. On a eu l'annonce il y a quelques jours du départ de Didier Truchot de la présidence. Et puis surtout, la semaine passée, on a eu un Capital Market Day avec l'exposé de la stratégie du nouveau directeur général qui est récemment arrivé à la tête d'Ipsos. Et à cette occasion, évidemment, il a présenté des perspectives assez positives avec un retour de la croissance alors envisagée sur le prochain exercice de l'ordre de 3% pour les 2 prochains exercices. Et puis, à 3 ans, une volonté d'atteindre 5% de croissance organique avec une légère amélioration des marges également. Et puis, un plan d'acquisition assez ambitieux. Voilà, donc il y a des perspectives plus attrayantes sur Ipsos, mais compte tenu de l'historique de la société, eh bien, Ipsos sera quand même attendu sur la capacité à délivrer ces annonces positives. Pour terminer, eh bien, je vais passer au CAC Small qui, bien, lui, surperforme encore avec une hausse de 1,3% sur la semaine. Alors, l'indice a été à nouveau porté par les biotech, hein, puisque DBV et Inventiva ont généré une performance de quasiment 0,8 points, donc explique une large part de la progression de l'indice. Néanmoins, il y a eu d'autres sociétés qui ont tiré leur épingle du jeu sur la semaine. Equinox rebondit de 15%. Le titre est en hausse de 30% depuis le début de l'année. Equinox qui a quasiment fermé le gap baissier qui s'était créé mi-octobre après la publication du T3 catastrophique. Le T4 était nettement plus encourageant, même si on a l'impression qu'il faudra quand même du temps avant de renouer avec la croissance à 2 chiffres et une rentabilité opérationnelle positive. Il y a quand même du mieux et le titre rebondit. Stifel, lui, est néanmoins passé à conserver. À l'inverse, Odo est toujours à l'achat, mais a abaissé son objectif de cours sur la valeur. Bonne semaine également pour OVH Cloud qui a gagné 10,7%. Évidemment, la question de la souveraineté de l'hébergement des données devient de plus en plus cruciale en Europe et en France. Avec les tensions diplomatiques entre l'Europe et les États-Unis, alors que évidemment, les entreprises européennes utilisent encore largement des hébergements de sociétés américaines. Enfin, J11 qui gagne 11,4%. J11 qui a publié son chiffre d'affaires annuel qui s'est avéré en ligne avec les attentes, mais ça a permis au titre de bien rebondir puisque
cette publication en ligne avec les attentes traduit une croissance de 26% au T4 et il y avait quelques doutes sur la capacité du groupe à atteindre cet objectif. C'est pour ça que le fait que les résultats, les guidance soient atteintes a été largement salué par le marché. Fnac Darty, qui avait gagné 6,7% sur la semaine, et bien, ce matin, il y a eu l'annonce de l'OPA de Daniel Kretinsky. Donc, finalement, le mouvement haussier pouvait s'expliquer. On a une prime de 19%, donc pas exceptionnelle, mais néanmoins, en parallèle, le groupe a légèrement revu en baisse l'atterrissage 2025. Donc, finalement, la prime n'est pas si inintéressante que cela. Voilà pour les principales évolutions sur le CAC Small. Hors indice, eh bien, d'ailleurs en lien avec l'annonce sur Fnac, il y a depuis le début de l'année finalement une activité M&A qui repart, puisque il y a donc Teract qui est en hausse de 54%, puisqu'il y a eu l'annonce de l'OPR lancée par Invivo et puis les fondateurs de Teract, c'est-à-dire Xavier Niel, Mathieu Pigas et la famille Zouari. Voilà, pour retirer Teract de la cote. Ensuite, il y a Pizzorno qui progresse de 10% après l'annonce de l'OPAS à venir de Paprec. Bon, évidemment, c'était largement attendu depuis l'entrée il y a quelques années de Paprec au capital. Voilà pour le côté M&A. Ribert qui a repris 36% après l'annonce d'une commande en début de semaine. Reward Media qui rebondit de 19%. On a des multiples de valorisation qui sont très bas sur Reward. Bon, il y a eu un communiqué sur l'utilisation croissante chez Reward de l'IA. Voilà du côté de Reward. Enfin, il y a eu des publications qui ont été bien accueillies. C'est en particulier le cas pour Stif, qui gagne 18,4%, plus 24,6% year to date. Steve qui a annoncé un chiffre d'affaires 2025 de 90,5 millions d'euros, en hausse de 48%. Et donc la guidance, c'était un chiffre d'affaires de 87 millions d'euros. Donc on a plus de 3 millions de chiffre d'affaires supplémentaires. Et toujours une très bonne dynamique chez Steve. Enfin, dans les bonnes publications, on peut noter CIS, spécialiste du catering en zone extrême, qui affiche un chiffre d'affaires annuel en croissance de 16%. Donc, la dynamique de croissance s'est maintenue au T4. Ça permet au titre de gagner l'ordre de 4-5% sur la semaine. C'est un titre sur lequel on avait également publié un feedback en notant cette bonne dynamique de croissance et le retour à une rentabilité normative chez CIS qui fait que les multiples sont clairement très bas, d'autant que désormais, le problème de la trésorerie bloquée en Algérie est derrière le groupe et donc il a à nouveau les moyens de faire des acquisitions. Un mot sur l'Europe avec un Eurostock Small hors UK qui est à plus 0,2%. Donc lui aussi stable sur la semaine après un début de semaine compliqué. La plus forte progression, c'est D'Ieteren, société d'investissement belge, qui gagne 14% sur la semaine, 26% depuis le début de l'année. C'est une de ses filiales qui est spécialisée dans les pièces détachées automobiles qui a annoncé une acquisition en Espagne. Et donc, on a un société d'investissement qui élargit son spectre. Historiquement, D'Ieteren était très dépendant de son fleuron, la société Belron, qui est leader mondial de la réparation de vitrage automobile. Et désormais, avec PHE, il a une autre filiale qui se développe rapidement. Enfin, dans les hausses, ThyssenKrupp, plus 9,3%. Comme je l'évoquais, une actualité toujours très intense du côté de la défense. Enfin, forte baisse pour Carl Zeiss Meditech qui chute de 28,1%. Le groupe a émis un warning après un T1 décevant et le titre est au plus bas depuis 10 ans. Si je fais le bilan depuis le 1er janvier, après presque un mois de cotation, on a en tête du classement le CAC Small qui est à plus 4,4%, toujours
tiré par les biotech. L'Eurostock Small est à plus 3,5%. Et derrière, on a en France le MID 60 et le Next 20 qui sont autour de plus 1%, tandis que le CAC 40 est tout juste à l'équilibre. Euh, ce qui concerne notre buy list, elle a bien résisté la semaine passée puisqu'elle a progressé de 0,5%. Il faut dire que lundi dernier, elle a été soutenue par la nouvelle bonne publication de Virbac, une publication qui a encore été supérieure aux attentes en termes de croissance. Des objectifs solides pour 2026, hein, le groupe attend encore une croissance organique de 5,5 à 7,5%, avec une amélioration de sa rentabilité opérationnelle qui devrait tendre vers 17%. Et ça s'est traduit par une hausse de 1,8% pour Virbac sur la semaine. L'autre publication de la semaine, c'était Sword. Alors le titre finalement termine la semaine en baisse de 3,6% avec une séance de vendredi qui a été assez négative. Bon, les investisseurs sont déçus de la publication annuelle. Bon, pour nous, il n'y a pas eu de grande surprise. La croissance organique a été au rendez-vous, hein, à plus 12% en organique. C'était la tendance également au T4. Pas de surprise sur la marge d'EBITDA qui est à 12%. Et le groupe s'est montré quand même assez confiant, enfin même très confiant sur 2026, en attendant encore une croissance organique de 12%, avec un backlog qui s'est nettement amélioré au T4. Il y a quand même deux bémols sur la publication, c'est que oui, la croissance sera moins forte au S1. Et en revanche, il y aura une nette amélioration, une nette accélération au S2 avec le démarrage de contrats importants avec l'Union européenne au Benelux, au S2 et au début 2027. Donc évidemment, effectivement, la croissance pourrait être tout juste de 10% sur le S1, mais bon, c'est question de timing et ça ne remet pas en cause la tendance chez Sword. Et puis après, il y a eu des effets encore de périmètre qui font qu'en consolidé, effectivement, le chiffre d'affaires consolidé sera probablement un peu moindre que ce qu'on attendait précédemment. Enfin, la cession de la filiale typique d'événementiel au Benelux a été finalisée. Ce qu'on retiendra, c'est que le prix est de l'ordre de 7 millions d'euros comme attendu, mais que l'essentiel du versement interviendra sous forme d'earn-out en 2027. Parmi les valeurs qui ont tiré également notre buy list, il y a Jacquet Metal qui a encore gagné 4,5%. Alors, la semaine dernière, j'avais oublié d'évoquer l'OPA sur son concurrent Klöckner, mais donc c'est également un large soutien pour le titre Jacquet Metal. Enfin, je ne reviens pas sur Fnac Darty, mais donc on a eu ce matin l'annonce de l'OPA de Daniel Kretinsky, une offre qu'on attendait depuis un moment. Voilà, donc pour faire le point depuis le 1er janvier, notre buy list est en hausse de 3,5% depuis le début de l'année, donc une surperformance par rapport au CAC Mid Small qui est en hausse d'un peu plus d'1%. Le bilan des premières publications, puisqu'on avait une dizaine de publications la semaine passée, parmi les valeurs de nos stock guide, on retiendra qu'en moyenne, on a une croissance de l'ordre de 5% du chiffre d'affaires, donc plutôt un début de salve des chiffres d'affaires T4 rassurantes. Alors, on a eu une semaine qui avait plutôt mal commencé avec deux valeurs qui ont publié des chiffres d'affaires en baisse, c'est Nacon et Eneo. Des baisses à deux chiffres en organique, mais bon, on s'y attendait, donc pas trop de surprise, hein. Ces deux secteurs, les jeux vidéo et les vins spiritueux, qui sont en difficulté depuis plusieurs trimestres, et il n'y a pas encore d'inversion de tendance. Mais ensuite, ça s'est bien enchaîné avec Virbac, comme je l'évoquais déjà. Bourse Direct qui a publié un T4 solide avec des hausses de volume d'ordre, avec une assez forte volatilité sur les marchés qui ont favorisé la tendance chez Bourse Direct, et ça a plus que compensé la baisse des produits de trésorerie. Néanmoins, compte tenu de la forte contribution au résultat des produits de trésorerie, l'évolution du résultat sera certainement moins intéressant que la hausse de la top line. G11, je l'ai déjà évoqué. Interparfum, un T4 en hausse de 3% en organique. Là, on a
on a une fin d'année correcte, même un peu meilleure que prévu. Il y a eu des effets de vis qui ont été négatifs, mais ça, c'était intégré. Bon. Interparfum est plutôt dans une phase de transition avec une année 2026 qui sera assez molle. Et il faudra être patient et attendre plutôt 2027 avec un rythme de sortie de nouveaux parfums qui devrait redynamiser la croissance plutôt en 2027. Pierre et Vacances a publié un T1 à plus 7% en organique, donc une bonne dynamique, mais un T1 qui est assez peu significatif. Et puis sur Pierre et Vacances, on attend surtout des nouvelles de la revue stratégique. Steph a bien terminé l'année avec une croissance de plus 5% en organique au T4, plus 4% hors RHD, donc dans la lignée, je dirais, des trimestres précédents, avec néanmoins une accélération légère en France. Bon, sur Steph, on trouve que la valorisation est effectivement basse, mais qu'elle est en ligne avec l'historique et qu'il n'y a pas aujourd'hui, à nos yeux, de catalyseur évident sur le dossier. Pour terminer, un point sur les publications de la semaine qui vont être très nombreuses, hein, puisqu'on attend une vingtaine de publications cette semaine, avec quelques dossiers je dirais plus assez emblématiques et des valeurs sur lesquelles on est clairement positif. Alors, pour commencer, il y a un mot sur idée logistique. Là, on est hâte pour des raisons de valorisation exigeantes, même si ça reste une excellente valeur de croissance et une des plus belles valeurs de croissance dans l'univers des small et mid françaises. Une croissance organique qui sera encore à deux chiffres, non pas douter sur idée logistique, mais compte tenu de la valorisation, le groupe n'a pas le droit à l'erreur à chacune de ses publications. On aura pas mal de publications dans le secteur des ESN, OB qui publiera mercredi, de même qu'Infotel, dont chez les ESN, on attend un T4 meilleur que le T3. Il y a un effet ouvré positif, un jour de plus qu'en 2025, donc c'est à prendre en compte. Et puis, de manière générale, les acteurs du secteur ont évoqué un retour des investissements dans le numérique depuis la rentrée de septembre. Donc, je pense qu'on devrait commencer à retrouver ça dans les chiffres des ESN françaises, même si c'est surtout en 2027 qu'il devrait y avoir une accélération sur la top line. Aujourd'hui, on est plus enclin à investir dans un fauteuil pour une question de valorisation, même si OB est une excellente valeur. Parmi les publications, il y aura évidemment les publications aussi du secteur de l'intérim, hein, un secteur qui a des multiples de valorisation extrêmement bas, mais qui manque de catalyseurs. Ce sera à suivre cette semaine. Manitou dans l'industrie, avec un T3 qui était un peu décevant. Le groupe avait revu en baisse ses guidance à cette occasion, avec un ralentissement aux États-Unis. Le T4 est attendu en croissance compte tenu d'une base de comparaison qui est basse. Le titre fiche une décote de 30% par rapport à l'actif net, ce qui nous paraît très excessif au regard de la capacité du groupe à afficher des résultats positifs et à avoir un bilan qui reste très solide. Enfin, trois autres valeurs qu'on peut évoquer. Alten, alors là, c'est toujours dans le secteur services numériques. J'ai déjà évoqué OB et Infotel, mais sur Alten, on a là clairement une type de valorisation qui sont très bas, puisque avec le sous-segment du conseil en technologie a beaucoup plus souffert encore que les services numériques en 2025, hein, du fait que l'exposition à des secteurs comme l'automobile et dans une moindre mesure à l'aéronautique. Donc on pense que l'upside est d'autant plus fort sur un titre comme Alten. Dans la distribution, LDLC publiera son T3 et on pense qu'il devrait confirmer la dynamique positive enregistrée depuis le début de l'exercice 2025-2026 avec un S1 qui était très rassurant. On a évoqué la pénurie de RAM et puis le passage à Windows 11 des facteurs qui viendront soutenir la croissance de LDLC. Enfin, pour terminer, Vetoquinol dans la santé animale.
euh, qui affiche des multiples toujours extrêmement bas par rapport à Virbac. Alors les performances ne sont pas les mêmes jusqu'à présent pour Vetoquinol, mais si la croissance revient et que le groupe confirme sa capacité à améliorer ses marges, on devrait avoir une revalorisation du côté de Vetoquinol. Voilà, j'ai largement dépassé 10 heures. Il y avait une actualité assez dense cette semaine et elle le sera encore plus la semaine prochaine. Et donc, on sera très heureux de vous retrouver lundi prochain pour faire ce bilan des publications. Euh, Permettra d'y voir un peu plus clair sur l'atterrissage 2025 et puis surtout sur le début de l'année 2026, ce qui permettra de confirmer notre vision de légère amélioration de la dynamique. Pour terminer sur la bonne dynamique des small et mid cap, on notera qu'il y a eu une IPO qui a été annoncée ce matin ou vendredi soir, on ne sait plus. Société qui s'appelle Rising Stone, spécialisée dans la construction d'appartements et chalets haut de gamme dans les stations alpines. Voilà, on parle d'une société qui vise, alors qui réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 75 millions d'euros actuellement. Non, ça c'est 75 millions d'euros, c'est l'objectif 2026, 48 millions cette année, et 2028, un objectif de 155 millions d'euros. Des objectifs très ambitieux. Voilà, on va essayer de creuser le dossier et en tout cas, on est intéressé par le fait que il y a à nouveau un peu d'actualité du côté des introductions en bourse sur Onex Gross. Peut-être le signe d'un appétit qui revient sur cette classe d'actifs. Eh bien, merci beaucoup pour votre présence. On vous souhaite une très bonne semaine et on vous retrouvera avec grand plaisir lundi prochain. Une petite précision, tu as parlé Pardon. Ouais. de D'Ieteren, ben, tu parles d'IPO, mais je crois que ce qui a fait monter le cours, c'est notamment la perspective de mettre en bourse Belron. D'accord. En plus de ce que tu as souligné, je crois que c'était ça le moteur principal. Voilà. Ok, merci pour la précision, Jean-François. Merci.